Monsieur le secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis et chères amies, Hervé, je suis ravi d'apprendre que quelque part nous sommes les plus jeunes, donc nous n'avons que 6 ans, ce n'est pas très apparent quand nous nous regardons, mais enfin. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est particulièrement à cœur, qui est en fait l'entreprise et la création d'entreprises. Et dans le fond, quand on regarde l'évolution du monde économique autour de nous, je crois qu'on est frappé par une évolution rapide et, à certains égards, tout à fait inattendue. Alors, ou bien on essaye simplement de se mettre dans les lignes du passé, ou bien on essaye d'anticiper et d'entreprendre dans ce qui sera, en fait, le monde économique de demain. C'est pour ça que j'ai appelé ceci l'intégration, et intégration de quoi? Eh bien d'abord des messages du futur. Et une chose qui est pour moi tout à fait fondamentale, c'est que quand on regarde les entreprises qui ont du succès, elles n'essayent pas de reproduire ce qui se faisait la veille, mais bien au contraire d'anticiper. Et quand on voit le type d'anticipation, le premier, il porte sur la mutation de profil du produit en tant que tel ou du service, et on constate qu'il y a un raccourcissement des durées de vie. Quand vous voyez la durée de vie d'un Nokia ou d'un BlackBerry, on se rend compte que c'est tout à fait réduit. Ça peut être dépendant aussi de la performance technique du produit, soit performance spécifique, soit en fait induite parce que, non pas les clients, mais les clients des clients peuvent attendre. Et donc, dans le fond, il y a là tout un travail d'anticipation sur ce qu'un marché final peut demander. Enfin, quand on parle de produits, on parle de moins en moins de produits ou de services, mais d'une intégration du produit et du service. C'est ce que j'appelle le delta P. Il y a aussi des mutations des structures de marché. Profil de la concurrence, évolution géographique, déplacement vers des marchés en forte croissance qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on est habitué et ceux que nous connaissons, mais aussi d'approche du marché. Et quand on voit l'intervention, le développement des ventes directes en distribution avec Amazon et d'autres relais, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en mutation profonde. C'est ce que j'appelle le delta de structure de marché. Le troisième, c'est les mutations de technologie. Et je pense à la digitalisation qui prend une place de plus en plus importante. Regardez des entreprises qui étaient extrêmement performantes comme Polaroid, ils ont loupé le virage technologique et pratiquement aujourd'hui disparu. C'est ce que j'appelle le delta TC. Aussi, mutation de réglementation et de régulation. Regardez l'évolution de grands groupes pharmaceutiques qui n'ont pas résisté à la pression sur les prix d'une part, mais certainement à l'apparition de produits qui sont des produits génériques. Regardez l'influence de la régulation sur le secteur bancaire qui était là aussi en pleine mutation. C'est ce que j'appelle le delta R. Enfin, les mutations des bases de coûts, que ce soit matières premières, énergie, valeur ajoutée, etc. Delta C. Mais il n'y a pas que les aspects, je dirais, hard. Il y a aussi des aspects qui sont beaucoup plus soft. Ce que j'appelle les mutations sociopolitiques, le delta SP. On sent très clairement un malaise dans la civilisation. Et si on regarde, si on relit le livre que Freud avait consacré au malaise dans la civilisation, eh bien on se rend compte qu'en 100 ans, bien peu de choses ont changé, mais qu'au contraire, je dirais que les grandes tendances que Freud avait identifiées se manifestent de plus en plus. Aussi des tendances régionales. On voit qu'entre l'Europe, l'Asie et les autres continents, nous sommes dans une compétition extrêmement importante. C'est ce que j'appelle le delta SP. Merci de me le faire remarquer, Philippe. Voilà. Enfin, mutation dans la disponibilité du personnel à s'adapter. Nous voyons que d'un côté, nous avons un chômage qui croît et de l'autre côté, un besoin criant de main-d'œuvre qualifiée que nous n'avons pas. Résistance au changement aussi. C'est ce que j'appellerais les delta P.
Enfin, mutation dans l'efficacité de l'organisation, où nous voyons apparaître l'influence de régulation et de flexibilité. Ceci étant, ce sont des tendances qui se marquent dans pratiquement tous les métiers. Mais aussi, je crois, 3 tendances profondes qui sont des tendances lourdes. Alors, quand j'écrivais ceci, je me suis bien rendu compte qu'en parlant de dynamique de pays émergents, on voit qu'il y a une crise en Chine. Raréfaction des matières premières, quand vous regardez les cours de bourse, vous voyez que les matières premières ont plutôt tendance à baisser. Et importance et volatilité du coût de l'énergie. On voit que le pétrole est aujourd'hui à un prix très bas. Tout ceci étant, on peut se dire oui, mais non, on va retourner vers le passé. C'est une profonde illusion, et je crois que ces tendances lourdes que j'avais identifiées, eh bien, il y a pour le moment un trou d'air, mais je crois qu'elles sont lourdes, elles sont là et elles resteront. Alors, si on essaye de résumer tout ça, et c'est pour ça que j'avais parlé d'intégré et d'intégral, finalement, le succès de l'entreprise, eh bien, on peut essayer de le résumer sous forme d'une grande intégrale. Et c'est le résultat d'une équation différentielle qui reprend en fait tous les messages du futur que j'ai essayé de vous exposer. Alors, c'est un coefficient alpha qui affecte les évolutions de produits, c'est un coefficient bêta qui va affecter les structures de marché, etc. Et tous ces coefficients alpha, bêta, gamma, en fait, sont caractéristiques de l'activité. Premier point. Deuxième point, les bornes de l'intégrale, certainement le delta t, il est lui aussi fonction du type d'activité dans lequel on travaille. Pour des activités où nous avons un contenu technologique très important et un renouvellement important, le delta T sera très court. Quand on parle d'industrie lourde, eh bien, on aura un delta T beaucoup plus long. Ceci étant, après le devoir d'intégration, je crois que la question la plus fondamentale quand on essaye d'entreprendre, c'est sortir de la caverne de Platon. Et ce que je veux dire par là, c'est faire la distinction entre ce que l'on voit, ce que l'on croit voir ou ce que nous voulons voir. Et j'ai toujours été frappé dans l'environnement industriel que j'ai pu côtoyer, combien on essaye désespérément de trouver ce que l'on veut voir. Et puis après, on se donne raison et on continue. Prendre le recul, et quand je dis sortir de la caverne de Platon, je crois que l'image est bonne, eh bien, c'est prendre du recul, lutter contre soi-même et se dire, est-ce que je suis objectif? Est-ce que ce que je vois est vraiment la réalité, ou bien est-ce que c'est ce que moi, je veux projeter? Et sous forme peut-être un peu plus philosophique, on pourrait dire, le chef d'entreprise doit avoir le troisième œil, l'œil de Shiva. Alors pour les mathématiciens, je me suis permis une petite image, c'est que si on n'intègre pas, on risque de dériver, vous m'excuserez ce mauvais mot. Quelles sont les conséquences que nous pouvons en tirer? Tout d'abord, l'importance de la veille technologique et de la veille compétitive. Vous savez, c'est frappant de voir, quand on essaye de développer une entreprise, combien on raisonne dans un environnement isolé. On exerce une action et, volontairement ou pas, c'est la question de la caverne, on ignore ce que vont faire les concurrents. L'information sur ce que font les concurrents est fondamentale. Le deuxième point, c'est la prise en considération des pays émergents. Alors, je suis frappé parfois quand je regarde des benchmarkings qui sont faits en Europe, on choisit la région d'à côté, on choisit le pays le plus faible et on se dit « mon Dieu que je suis bon ». Non, je crois que quand on veut faire un benchmark sérieux, eh bien il faut prendre les meilleurs. Et quand on regarde un pays comme la Corée, qui est un pays dans lequel la société pour laquelle j'ai l'honneur de travailler a énormément investi, eh bien aujourd'hui un pays comme la Corée est au rang des tout premiers, si pas au tout premier rang. Ce que nous ne voyons pas non plus, c'est que si les émergents sont en train d'émerger, les émergés, eux,
de leur côté, ils risquent d'immerger. Et ce qui me fait très peur, c'est quand je vois certaines tendances au niveau du continent que nous habitons, j'ai parfois la tendance de considérer le Titanic qui coule et en même temps l'orchestre joue. Et je dirais que la musique de l'orchestre nous empêche de voir qu'en fait on est en train tout doucement de nous orienter vers tous les icebergs du monde. Enfin, quand on parle de la veille technologique, je suis frappé, et certainement aujourd'hui, avec l'accès aux banques de données extérieures, combien nous avons des données. On a très peu d'informations. La distinction pour moi entre les deux, elle remontait à la dernière guerre. Vous voyez un bateau qui passe, il y a des avions sur le bateau, il y a un drapeau blanc avec un soleil rouge, tout ça, ce sont des données. La véritable information est les Japonais attaquent. Et au plus nous avons accès à des données, au moins nous avons accès à la bonne information. Et c'est là que la business intelligence est fondamentale, savoir ce que nous devons savoir. Ce qui veut dire l'importance capitale d'une connaissance mondiale du marché. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir la connaissance des informations au niveau mondial, il faut aussi les comprendre. Et ceci veut dire une nécessité d'intégration culturelle. Il est impossible aujourd'hui de faire des affaires en Asie si on n'a pas une bonne connaissance de la logique et de la culture asiatique. On peut y aller, on peut faire de la promotion industrielle, mais on ne sera jamais un véritable partenaire. Nous sommes désespérément influencés par le syllogisme aristotélicien et par Descartes. Nous sommes des gens du linéaire. Les Asiatiques sont des gens de la courbe. Et quand nous essayons de combiner notre logique avec la leur, nous avons l'impression qu'ils changent d'avis souvent, alors qu'en fait, c'est eux qui trouvent notre approche dramatiquement pauvre. Conséquence de tout ceci, c'est que lorsqu'on essaye de développer l'entreprise, on doit intégrer l'innovation à tous les niveaux. Cette intégration dans les enjeux sociétaux, il est irresponsable aujourd'hui de ne pas intégrer dans son raisonnement les données climatiques ou le changement climatique et la responsabilité sociétale. On doit intégrer également la mentalité et l'acceptation au nom du changement. Et c'est probablement un des éléments où nous avons le plus de travail à faire sur nous-mêmes, cette acceptation du changement. Mais ça se traduit aussi dans la sélection du personnel. Moi, je suis frappé, bien souvent, quand je regarde autour de moi, je vois mes collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent des gens qui les rassurent. Vous savez, je reviens aussi sur ma caverne de Platon, on n'aime pas voir la réalité, et surtout, on est rassuré quand on a autour de soi des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre. Et donc, je crois qu'un principe extrêmement important, c'est de ne pas s'entourer de gens qui vous rassurent, mais de gens qui vous inquiètent. Au point de vue gestion du personnel, ce n'est pas toujours reposant, je vous en répète. Enfin, recherche et développement, Philippe ne dira pas l'inverse, nos efforts en Europe sont totalement insuffisants. Je vous rappelle que Lisbonne, c'était un objectif de 3%. Les derniers chiffres que j'avais entendus, Philippe, c'était un 8%. Tu m'as dit que c'était un petit peu meilleur, mais en tout cas, on est à des années-lumière de ce que l'on devrait faire. Point suivant, mobilisation, université et entreprise. Là, je crois que nous avons encore, heureusement, un réservoir de compétences et un réservoir de progrès qui est tout à fait remarquable. Mais, hier, il y avait un très beau débat à la VUB sur le sujet des réseaux universitaires. Là, il faut franchir la barrière à la fois de la méfiance. Les universités, je dirais, posent des points d'interrogation quant à la collaboration avec les entreprises. Et il faut dire que de l'autre côté, du côté universitaire, il y a parfois un certain mépris pour le monde de l'entreprise et on oublie parfois que les chefs d'entreprise peuvent aussi sortir de l'université. Formation et enseignement. C'est vrai pour la méthode, c'est vrai pour les champs. Quand je vois la faiblesse ou le peu d'attraction des branches scientifiques sur les jeunes, je suis inquiet.
Et je crois que là, nous avons dans la promotion des branches scientifiques un gros travail à faire. Et je termine une nouvelle fois sur la question des benchmarks avec la Corée. Si je regarde, Philippe, le pourcentage de R&D sur PIB en Corée, on doit être proche de 6 à 7 %. Ceci, je dirais que ce sont les éléments endogènes à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on commence? Je crois que c'est intégrer tous ces facteurs, sans oublier l'intégration du personnel et du monde extérieur. Mais alors, pour entreprendre avec succès, je crois qu'il faut que soient remplies des conditions internes et des conditions externes. Alors, j'en ai sélectionné 4 pour chaque élément, donc 4 facteurs internes, 4 facteurs externes. Premier facteur interne, c'est la viabilité, ou la sustainability. C'est un mot qui est beaucoup plus à la mode aujourd'hui. La position de l'entreprise est-elle pérenne ou pas? Et vous m'excuserez pour un « i » parasite qui s'est glissé dans l'impression. Qu'est-ce que cela veut dire? L'entreprise est-elle assez globale? Si son marché est global, l'entreprise l'est-elle? Quelle est la valeur de son portefeuille? Pas seulement aujourd'hui, mais dans 20 ans. Pardon, merci, oui. Voilà. Quelle est la valeur de son portefeuille, pas seulement aujourd'hui, mais dans 20 ans? Et c'est là que nous devons faire attention parce qu'il n'y a rien de plus anesthésique que le succès. Et nous voyons beaucoup de nos grands groupes qui n'ont pas résisté au temps simplement parce qu'ils se sont laissés endormir par leur succès. Quelle est la compétence du management? Et certainement un point qui est important, quelle est la part d'attention que le management réserve aux questions de sustainability? Quand je regarde et je compare des entreprises, vous savez, vous prenez les bilans, vous regardez les comptes de pertes et profits, ça vous donne une image d'aujourd'hui. Ce n'est pas là que vous allez voir si l'entreprise a un avenir ou pas. C'est beaucoup plus au niveau de rapport de sustainability où vous verrez si le management a véritablement, assimilé et approprié, s'il s'est approprié cette question de sustainability au travers du temps. A-t-elle démontré ses capacités innovantes? A-t-elle intégré les éléments de responsabilité sociale et sociétale? Et certainement, cette entreprise est-elle éthique ou pas? Il ne faut pas se faire d'illusions. Les entreprises qui ne sont pas éthiques ne résistent pas au cours du temps. Je me souviens avoir été à 2 ou 3 reprises confronté avec des possibilités d'achat d'entreprises extrêmement profitables dans certaines régions du monde. Et quand on va dans le fond des choses, on se rend compte qu'elles sont profitables simplement parce qu'elles ont adopté des attitudes ou des pratiques commerciales qu'un groupe éthique ne peut pas accepter. Point suivant, est-elle efficace? Il ne faut pas se faire d'illusions. Une entreprise qui n'est pas efficace, une entreprise qui n'est pas profitable, eh bien, une entreprise comme ça ne fait pas l'usage, le meilleur usage des ressources qui sont mises à sa disposition et à terme, quoi que l'on fasse, elle disparaîtra. Est-elle reconnue comme telle par le marché? Et certainement, comment réagit-elle au challenge extérieur? Vous savez, bon, on a tous été enfants, non? On a tous été en courte culotte, enfin à l'époque, on était en courte culotte, et on vous donnait un coup de pied dans les tibias. Comment réagissez-vous? Meilleure réaction, on vous donne un coup de pied, vous répondez. Beaucoup d'entreprises ne réagissent pas comme ça. On leur donne un coup de pied dans les tibias et puis on commence à étudier. Et au moment où vous avez la réponse, eh bien, le petit garçon qui vous a donné le coup de pied dans les tibias, il a disparu depuis longtemps. Et je crois que la lenteur entre la prise de conscience d'un problème, la réponse et l'exécution est une des choses qui tue les grands groupes. Et donc la tendance à la centralisation est un élément qui est certainement négatif. Troisième élément qui est pour moi probablement le plus important. L'entreprise a-t-elle de l'ambition? Et c'est là que nous avons certainement un gros problème. Quand une entreprise grandit, elle a le choix. Continuer à grandir, ce qui demande des efforts considérables, ou se vendre. Et vous verrez que dans font beaucoup d'entreprises qui commencent des start-up extrêmement positives, tout à fait successful,
ont tendance à se vendre parce qu'il y a une peur du risque et un manque d'ambition. Mais ça peut aussi tenir au fait que son projet n'est pas suffisamment clair et qu'il n'est pas mobilisateur. Il n'est pas mobilisateur peut-être pour ses clients, pour son personnel ou pour ses actionnaires. Et enfin, a-t-elle les moyens de sa politique? Quatrième facteur interne, c'est l'alignement entre les activités et les actionnaires. Et je crois qu'il y a là un élément très important, soit enthousiasmant, soit négatif. Dans le fond, le profil de l'actionnaire va-t-il supporter l'ambition de l'entreprise? Et quand on voit qu'il y a de gros problèmes qui peuvent se poser, je dirais que c'est un manque d'adéquation entre les deux. Si vous êtes un actionnaire long terme, n'allez pas dans des activités comme les ICT. Par contre, si vous êtes un actionnaire long terme, allez plutôt vers l'industrie. Si vous attendez, par contre, de faire des profits à très court terme, allez vers des activités plus spéculatives ou plus volatiles. Mais le fait d'avoir des actionnaires orientés long terme est un élément qui est certainement tout à fait fondamental quand on veut créer des grands groupes. Ceci, c'était les 4 facteurs internes. Voyons maintenant les 4 facteurs externes. Je crois que le premier, c'est la stabilité politique et juridique. Que le gouvernement en place ait une politique financière et fiscale qui soit encourageante et stable et qui supporte le capital à risque. Un cadre de régulation qui soit cohérent, qui soit simple, stable, efficace, mais basé sur des critères scientifiques. Et c'est bien souvent là que nous avons des problèmes, c'est de se rendre compte que nous avons, en tant qu'entreprise, à nous battre contre des préjugés qui tiennent plus de la fatwa que de critères analysés scientifiquement. Deuxième élément externe, c'est le climat. Alors, j'avais mis un titre général qui était « La responsabilité entrepreneuriale de la société ». Philippe, qui est ici, est un grand maître en la matière de responsabilité sociétale des entreprises, mais je crois qu'un jour, au niveau de la classe, nous devrons nous pencher sur, je dirais, la réciproque, qui est cette responsabilité entrepreneuriale de la société. Premier point, c'est la promotion de l'entreprise. Vous savez, je repensais à cette belle phrase de Prévert qui disait « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Eh bien, bien souvent, on se rend compte de l'importance d'avoir des grandes entreprises, soit quand elles ferment, soit quand elles s'en vont. Et je crois qu'il est important, et des classes comme la nôtre peuvent y contribuer, que nous prenions conscience de l'importance d'avoir dans notre pays ces grands groupes qui sont en fait des fers de lance. Mais ça veut dire qu'il faut respecter l'entrepreneur qui respecte les règles du jeu. Ça veut dire qu'on accepte aussi de reconnaître le succès en tant que tel. Enfin, d'avoir un climat social qui soit constructif et basé sur le respect mutuel. Le bonheur de travailler pendant quelques années aux Pays-Bas, qui est un modèle social tout à fait particulier, et je dirais que je n'ai jamais éprouvé le climat social aux Pays-Bas, où vous êtes, en tant que chef d'entreprise, vous êtes nu toute la journée, dans la mesure où on sait parfaitement tout ce que vous faites. Vous êtes seul. Même votre chef du personnel ou votre chef de service juridique, il est en face de vous au conseil d'entreprise. Eh bien, si vous avez une attitude éthique et une attitude de respect pour vos partenaires, je n'ai jamais éprouvé aucun problème à vivre dans un cadre pareil, qui est encore plus contraignant que le système allemand. Deux derniers points, la vision politique, vision sectorielle. Tout le monde parle de Jean Monnet, le plan Monnet, etc. Bon. Le plan Monnet, en fait, en 1962, au sein de la commission de modernisation, avait identifié 17 secteurs, 17 priorités verticales et 8 priorités horizontales. Quand on voit les effets de ce plan Monnet, aujourd'hui nous avons peur de parler de secteurs et de favoriser des secteurs de pointe. Je crois que nous devrions retourner à certains principes de base de ce qu'enseignait Monnet pour nous sortir des problèmes que nous reconnaissons. En faveur de promotion de secteurs de pointe et certainement soutien à la présence extérieure. Enfin, mais je n'abonderai pas sur ce sujet, je crois que nous pourrions en parler au sein de la classe, c'est la nécessité d'accès à des composantes de coûts compétitives.
Tout ceci repose quand même sur un élément qui est important, c'est l'importance et l'impact de la formation. Les entrepreneurs engagés, c'est bien, ils doivent être informés, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, mais ils doivent aussi être bien formés. Tout d'abord, ils doivent comprendre le monde, parce que je suis pour ma part convaincu que c'est par nos compétences que nous pourrons gagner le défi de la concurrence et que nous arriverons à sortir de nos problèmes et mériter notre avenir. Mais ça ne concerne pas que les universitaires. Vous savez, je crois que les problèmes deviennent de plus en plus complexes. Les barrières entre les disciplines s'abaissent, entre la biologie et la chimie, Jacques peut nous en parler pendant des heures, mais aussi médecine, électronique, etc. Et de plus en plus, les solutions doivent être multidisciplinaires. Je crois que l'université doit revenir à certains principes de base, de formation de généralistes de qualité, en même temps que nous ayons des spécialistes. Mais ces généralistes, je vois que Yves Poulet partage ce sentiment, ce seront les généralistes qui arriveront à faire travailler en équipe les spécialistes dont nous avons besoin. Enfin, disponibilité des jeunes à découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Je crois que là, le programme Erasmus a été un très grand point. Point suivant, quand nous parlons de formation, c'est, je dirais, la percolation du savoir. Je crois que nos programmes de formation doivent couvrir non seulement le monde universitaire, qui doit être de qualité, mais il doit descendre par percolation à tous les niveaux jusqu'à l'apprentissage. J'ai visité énormément d'entreprises en Chine. C'est frappant. Vous allez dans une usine chinoise, eh bien, ils ont des ingénieurs qui sont au moins aussi bons que les nôtres. Et puis vous descendez dans l'usine, eh bien, ils ont 4000 ou 5000 personnes, là où dans nos usines, nous en avons 250 ou 300. Et on se rend compte que la différence entre les deux, c'est la qualité des contremaîtres, c'est la qualité de formation des ouvriers et la manière dont on encourage les gens à prendre des initiatives. Si vous êtes dans un environnement comme l'environnement chinois, vous ne prenez pas d'initiative parce que si elle est bonne, vous ne serez pas récompensé. Par contre, si elle est mauvaise, vous serez puni. Et vous vous rendez compte qu'il y a tout un système, je dirais, d'encouragement de ces classes intermédiaires qui est absolument fondamental si demain on veut avoir des groupes industriels qui soient performants et innovants. Nous avons la chance, dans un pays comme la Belgique, et je pense que Jacques pourra en parler, d'avoir ces classes et ces formations intermédiaires. Je crois que nous devons les pousser jusqu'au niveau de l'apprenti. Enfin, quand on parle de nouveau de l'importance de l'enseignement, je parlais tout à l'heure de la caverne de Platon. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, vous avez une question. Bon, moi j'ai mon fils qui m'a formé à l'informatique. De maintenant, je suis devenu un addict de ma plaquette. J'ai une question que je pose à l'ordinateur. Vous avez 10 réponses, vous avez 20 réponses. Comment allons-nous, je dirais, au niveau de la formation, apprendre aux jeunes, dans les 20 ou 30 réponses qu'ils ont, à détecter la bonne? Deuxième chose, et ça nous avons eu, quand je regarde l'âge moyen dans la salle, nous avons encore eu des cours de philosophie, etc. Comment allons-nous apprendre demain aux jeunes à poser les bonnes questions? Avoir l'accès à la réponse, c'est facile. Poser la bonne question est infiniment plus compliqué. Je vais conclure peut-être maintenant en essayant de résumer tout ce que j'ai dit dans le rôle de l'entrepreneur. Je reviens fondamental, le futur. Ne pas se contenter du passé, c'est regarder vers le futur. Distinguer l'illusion de la réalité, bien choisir le modèle de son activité et la manière dont on veut le développer, en déduire la stratégie, un plan d'action, veiller à ce que toutes les conditions internes sur lesquelles je me suis attardé soient bien rassemblées, mais aussi militer pour que les conditions externes soient respectées. Un chef d'entreprise se doit de militer pour la défense de ses convictions. Vous voyez que même étant retraité, on peut encore continuer. Mais ça veut dire aussi former et motiver les équipes et veiller au respect des valeurs de l'entreprise. Alors, Philippe, que je voyais tout à l'heure, nous étions ensemble il y a quelques mois, presque un peu plus d'1 an,
un séminaire que vous dirigiez, que vous modériez, et j'avais eu l'occasion déjà de développer certaines de ces idées. Et nous avions un de nos panélistes à l'époque qui avait résumé, je crois, la chose de manière tout à fait remarquable, qui était l'ancien bâtonnier Jacquian. Et je voudrais peut-être à la fois synthétiser ce que je viens de dire et rendre un hommage à cet homme dans la mesure où il a trouvé les plus beaux mots pour définir en quelques mots ce que j'ai dit en beaucoup. Et je vais vous lire ce qu'il disait parce que je trouve que c'est une synthèse magnifique. Je crois qu'entreprendre, c'est renoncer à insulter l'avenir. C'est avoir compris que le présent ne peut être la prolongation du passé, mais que c'est l'avenir qui doit construire le présent. Cela s'appelle avoir une vision. C'est accepter que ce n'est pas le chemin qui doit être difficile, mais que c'est la difficulté qui doit ouvrir et tracer le chemin. Entreprendre n'est pas une question d'âge, et ce n'est pas vouloir jouer à remplacer de vrais vieux par de faux jeunes. Entreprendre, c'est peut-être aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on est pauvre de son passé, mais qu'on peut être très riche de son avenir. Je vous remercie pour votre attention.